Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez en ce moment la télévision Tambra, le miroir de la femme. Et bienvenue à ce débat que vous offre Oxfam Niger en collaboration avec la radio-télévision Tambra. En effet, les manifestations sur les voies font couler beaucoup d'encre et de salive dans le rang, surtout de la société civile dernièrement. Et pour parler de tous ces problèmes-là et également de tout ce qui concerne la cybercriminalité, nous recevons sur ce plateau deux invités. À ma droite, il s'appelle Hadi Habibou. Il est le coordinateur exécutif citoyen 227 Connectis, c'est ça, oui, n'est-ce pas, monsieur Hadi? Voilà, bonsoir, monsieur Hadi, et bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. Et sur ma gauche, j'ai monsieur Arifa Ousseini. Il est le secrétaire général de l'Organisation pour un développement durable et la citoyenneté, ODDC. Il est également membre du consortium pour le plaidoyer sur l'espace civique. Bonsoir, monsieur Arifa. Bonsoir, monsieur. Bienvenue également sur la télévision Tambra. Alors, je disais tout à l'heure que les manifestations sur les voies font couler beaucoup d'encre et de salive dans les rangs, surtout de la société civile dernièrement. Quelle est la loi qui encadre ces manifestations? Est-elle bien comprise et appréciée par la population? Je vais commencer, bien sûr, par ma droite avec monsieur Hadi. Oui. Bonjour, merci de me donner cette parole. La loi qui encadre les manifestations sur les voies publiques, c'est plus précisément la loi 2004-45 du 8 juin 2004. Cette loi, elle cause beaucoup de difficultés aux acteurs de la société civile et aux citoyens lorsqu'ils font ou qu'ils tentent de faire entendre leur voix. Donc, ils sont exposés à des restrictions, à des mesures répressives. Des arrestations, des intimidations et harcèlement judiciaire. Maintenant, jour pour jour, ça fait depuis 2017, il y a plus de manifestations au Niger. Plusieurs tentatives de demande de manifestations, à peu près 50 demandes ont été déboutées. 50 demandes? Oui. Ok. Donc, cette loi, maintenant, elle contient beaucoup d'irrégularités, surtout au niveau de la ville de Niamey en termes de manifestations. Cette ville, elle est restrictive. Elle empêche même les acteurs de la société civile de faire des manifestations les jours ouvrables et même en soirée. Donc on peut dire que cette loi est mal comprise par les autorités publiques qui empêchent les acteurs de la société civile de jouir de leur liberté fondamentale et démocratique. Alors, vous, en tant que structure de la société civile, est-ce que vous avez eu à faire des recours? Oui, plusieurs recours ont été tentés. Des fois, plusieurs recours ont été tentés, mais c'est des recours au niveau national. Mais des recours stratégiques au niveau des cours CEDEAO. On a eu un cas d'école, cas d'un camarade qui s'appelle Sadat Mahama Ilia, qui est membre du MPCR. Et il a été victime de cette restriction de l'espace civique. Il a été arrêté en prison pendant 18 mois. Donc après, il a exercé ses voies de recours devant cette juridiction de la CEDEAO. Il a eu gain de cause où on a condamné l'État et a lui-même versé une indemnité de 50 millions. Wow. Donc si tous les acteurs essayent de, une fois épuisé les voies de recours internes, essayer de saisir les juridictions régionales comme celle de la CEDEAO, je crois que l'État du Niger, le gouvernement du Niger va arrêter de censurer cet espace civique, qui est le cadre, qui est l'environnement favorable aux acteurs de la société civile, de prendre la parole aux problèmes des sujets qui les concernent, de s'associer, de s'organiser et d'agir librement, y compris en ligne. Ok, d'accord. Alors, monsieur Arifa Ousseini, est-ce que vous partagez l'avis de Hadi Habibou? Merci beaucoup, monsieur Abdelkader, pour l'opportunité que vous nous offrez une fois de plus, afin d'exposer un certain nombre de travaux que nous avions eu à accomplir sur les différentes lois liberticides. Je précise que le plaidoyer est tenu par un consortium d'une quinzaine d'activistes et des promoteurs des activités de la société civile nigérienne, nationale, aussi bien nationale qu'internationale. Et pour revenir par rapport à votre question, je voudrais d'abord compléter le camarade Hadi
en ce qui est, n'est-ce pas, de l'appropriation de cette loi qui est un bien commun à tous, parce qu'une loi, il faut se le rappeler, une loi n'est jamais élaborée dans un aspect purement négatif. Seulement dans son élaboration, il peut y comporter des insuffisances et qui peuvent nuire, n'est-ce pas, de façon très préjudiciable au développement socio-économique et culturel d'un pays. Et c'est ce que nous avons tenu à souligner à travers le travail que nous avions eu à abattre pendant une demi-douzaine de mois au niveau du consortium par rapport à ces plaidoyers. En ce qui est de la loi sur la manifestation sur les voies publiques, il faut se dire une chose. Les manifestations sur les voies publiques doivent être considérées particulièrement comme un baromètre pour les pouvoirs publics, plutôt qu'une tendance, n'est-ce pas, fâcheuse à perturber l'ordre public qui sert quand même de prétexte à chaque fois que l'on veut suspendre ou empêcher de façon systématique ces différentes manifestations. C'est pourquoi nous avons tenu, en tant qu'acteurs, en tant que citoyens, à apporter un éclaircissement et un appui quand même très conséquent, n'est-ce pas, pour l'épanouissement de la démocratie de notre État. Et à travers ce travail de plaidoyer, nous avons eu à relever, comme je le disais tantôt, quelques petites insuffisances qui sont quand même de nature à impacter de façon très sérieuse, n'est-ce pas, à l'acquisition et à la préservation des acquis démocratiques que le pays a engrangés, souvent sous de hautes luttes. Et cela doit être compris et accepté de tous, que nous soyons du pouvoir public, ou que nous soyons des simples citoyens, que nous soyons des activistes de la société civile ou des membres des partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Les manifestations sur les voies publiques ne doivent pas être conçues et comprises par les citoyens aussi bien que les décideurs politiques comme des moyens de perturbation. C'est plutôt des moyens que certains ont trouvés pour canaliser, n'est-ce pas, les différentes préoccupations et les différentes frustrations sociales qui sont quand même un véritable canal par lequel le pouvoir public peut mesurer ces différentes décisions qu'il prend. Parce que quoi qu'on en dise, toute décision qu'un pouvoir prend a un impact sur le citoyen. Et donc, un citoyen, qu'il fasse partie d'une majorité au pouvoir ou qu'il fasse partie d'une opposition, est quand même un citoyen. Et la vie de la République n'intéresse pas qu'une certaine classe de personnes. Et en tant que citoyen, en tant qu'acteur, nous nous sommes dit que dans un premier temps, il faut faire un travail des citoyens responsables. Et la citoyenneté responsable nous a amenés à adhérer à ce consortium pour faire le travail qu'il faille. Et ce travail, c'est aller dans un plaidoyer, pas dans une logique de revendication qui pourrait être considéré comme un affront, n'est-ce pas, à l'égard du pouvoir public. Et là, le travail que nous faisons, il est très républicain. Il peut être recommandé par les autorités elles-mêmes. Et nous pensons que, avec la bonne foi avec laquelle nous avons eu à diligenter, n'est-ce pas, toutes ces recommandations, le pouvoir public peut être sensible et il doit être sensible. Parce qu'il y va de l'intérêt du pouvoir public d'accorder, n'est-ce pas, ces différentes manifestations. Il faut comprendre que lorsque nous disons que le pouvoir public doit accorder ces manifestations, ce n'est pas que les gens sont assoiffés de sortir faire du mouvement pour faire du mathuvisme, ou bien que les gens veulent tout simplement sortir de la rue et que c'est ça la démocratie. En réalité, il y a plusieurs démarches qui conduisent à ces sorties-là. Et les sorties des acteurs de la société civile, c'est vrai, on met l'accent sur la société civile, parce que généralement, c'est la coutume de notre pays, c'est la société civile qui conduit les manifestations. Les manifestations ne sont pas toujours violentes. Elles ne sont violentes que lorsque le pouvoir s'oppose, n'est-ce pas, à une idée, une revendication de la classe sociale. Et généralement, quand vous voyez un gouvernement faire cela, c'est qu'il a beaucoup à se reprocher. Nous pensons que quand on ne se reproche rien, on doit libérer l'espace public. De manière à ce qu'on puisse nous-mêmes, que ça nous serve de miroir en tant que dirigeants. Et c'est cela un pays. Vous ne pouvez pas diriger sur la base de simples conseillers qui sont autour de vous. Parce que, en dépit de tout conseil que les gens peuvent être amenés à donner, qui sont nommés par ordonnance ou par décret, nous sommes convaincus que certains peuvent faire de la rétention d'informations.
la rue peut être une source d'information pour un pouvoir public quand il sait l'exploiter à bon escient. C'est en fait l'une des convictions qui nous a amenés à soutenir et à mener cette action-là, pour amener les décideurs à comprendre, n'est-ce pas, l'importance de la rue dans la marche de la démocratie dans un pays. Monsieur Arifa, le pouvoir en place pense que les structures de la société civile n'ont pas assez de moyens pour contenir une marche parce que ça peut dégénérer. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Je suis très content de cette question parce que justement les manifestations sur les voies publiques sont encadrées, normalement il n'y a même pas d'autorisation, mais nous voyons par rapport à cette loi qu'il y a des dispositions qui font obligation à ces acteurs-là qui projettent des manifestations de faire une déclaration. Encore que cette déclaration, dans la compréhension erronée, n'est-ce pas, des autorités municipales de la ville de Niamey, elle est prise comme une demande de marche. La loi est claire, c'est une déclaration, et cette déclaration, elle oblige, même si elle fait empiètement sur le principe fondamental de la constitution de notre pays et des droits internationaux, sur, n'est-ce pas, et sur la liberté de manifester de tous les citoyens, la liberté des associations et autres, mais cette loi vient empiéter sur ces principes fondamentaux qui est cardinal dans un système démocratique. Nous constatons que, comme je le disais tantôt, certaines autorités ont la confusion d'interpréter en demande de marche plutôt qu'en déclaration de marche. Les acteurs de la société civile, en tout cas ceux qui conduisent toujours, n'est-ce pas, à ce processus de déclaration de marche, se sont toujours été à une opposition farouche des autorités municipales de la ville de Niamey particulièrement et de tout le pays. Vous avez un peu, partout nous avons l'exemple de la région de Zander, l'exemple de la région de Maradi où un gouverneur écrit, dire aux acteurs de la société civile qui ont projeté une marche que tant qu'il sera là, il n'y aura pas de marche. Alors que ce n'est qu'un individu dans un système démocratique, soit-il. Il faudrait le préciser. Les gens n'ont pas, n'est-ce pas, à s'approprier les droits et les libertés de toute une nation et les réduire à leur seul et unique désir individuel et égoïste. Ça, c'est extrêmement important à relever. C'est pourquoi nous avons dit que, puisque c'est des individus, c'est des personnes humaines qui animent l'appareil de l'État, et que l'appareil de l'État, nous-mêmes, nous sommes des individus, nous sommes des personnes humaines, nous pouvons leur dire qu'ils ont eu à faire des erreurs et que ces erreurs peuvent être corrigées. Elles seront corrigées naturellement lorsque les décideurs auront, n'est-ce pas, à prendre en compte les recommandations que nous avons faites dans ce plaidoyer. Et nous sommes convaincus que ça peut passer parce que la nécessité, elle est là. La nécessité, elle est criarde. Et le pouvoir public, même, je suis certain que ça les gêne que quand ils sortent à l'étranger, qu'on leur dise « Ah, c'est vous qui empêchez les manifestations dans votre pays. Depuis 2017 ou 2018, comme l'a dit le camarade Hadi, il n'y a pas de manifestation au Niger. » C'est pas que c'est un divertissement pour nous autres d'observer qu'il y a des manifestations. Ce n'est pas cela. C'est parce que c'est une règle démocratique. C'est fondamental dans la constitution de notre pays. C'est fondamental dans les règles du droit international que cela puisse se faire. Dans tous les pays, les gens manifestent. Nous avons les grandes démocraties comme exemple. Vous avez leur mère patrie qu'ils appellent la France, mais ils n'ont qu'à prendre exemple parce que dans tout ce qu'ils font, ils prennent exemple sur la France. La France, les gens manifestent, il n'y a pas d'interdiction. Vous avez la première puissance mondiale qui est les États-Unis. Les gens partent jusqu'à la Maison Blanche à la devanture. Chaque matin que Dieu fait, il y a des manifestations devant la Maison Blanche des États-Unis. Et bon sang, je me demande, est-ce qu'un jour, un citoyen nigérien peut oser aller jusqu'au rond-point hôpital national pour brandir une pancarte, dire qu'il est en manifestation? Il n'osera pas parce qu'il risque d'être abattu par les forces publiques. Et ça, c'est un fait qu'il faut relayer. Et il est très dangereux pour la marche de la démocratie de notre État. C'est pourquoi nous nous sommes dit que ce pays n'appartient pas à une tierce personne, il appartient et au pouvoir public et aux acteurs de la société civile, ainsi bien qu'aux citoyens lambda. Il est extrêmement exclusif de soulever ces tares qui vont amener à une certaine situation que ni le pouvoir ni les citoyens ne souhaitent. Parce que, comme je le disais tantôt, les manifestations sur les voies publiques, les manifestations sous quelque forme qu'elles soient, du moment qu'elles obéissent à une règle démocratique, elles sont un baromètre pour pouvoir mesurer les décisions politiques des gouvernants vis-à-vis des citoyens. Et cela doit être compris, c'est extrêmement important.
il n'y a pas toujours ces histoires d'organisation va-t-en-guerre, poutiste et autres, tout ça là, je ne voudrais pas reprendre les expressions de certains, mais c'est extrêmement important que les gens puissent comprendre que dans un État, il y a ceux qui sont d'accord avec moi et il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi peuvent le dire et ce qu'ils vont dire de ceux qui ne sont pas d'accord peut être très constructif dans ma politique. C'est en cela que le pays sera arrivé, n'est-ce pas, à sortir la tête de l'eau. Alors, Monsieur Hadi, les réponses du pouvoir actuel ont toujours été risque d'infiltration. Alors, pensez-vous pas que ces mesures-là sont appropriées, étant donné que nous savons que ces derniers temps, le Niger est victime des attaques terroristes? Oui, c'est vrai, ces mesures peuvent avoir raison, mais il faut tenir compte que ce sont des facteurs qui constituent la fermeture de l'espace civique. En dehors de l'instabilité politique, l'instabilité et l'insécurité, il y a d'autres facteurs comme le déclin des valeurs démocratiques à travers l'introduction de certaines mesures et lois que nous jugeons et des lois liberticides qui perturbent la liberté. Donc, les marches, les manifestations sont censées être encadrées par l'État. C'est un droit fondamental, un droit reconnu par la Constitution. Du moment où les citoyens ont adressé leurs demandes, les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures pour encadrer, pour encercler les manifestants avec des forces de l'ordre. En Europe, ailleurs, on compte même le nombre de manifestants. C'est l'État qui est garanti, qui est censé encadrer les manifestations. Mais ça, d'un autre côté, ça peut être déjà comme une provocation parce que tout le monde sait, manifestants et forces de l'ordre là ne partagent toujours pas le même avis. Ça peut être vu comme une provocation. C'est parce que le rôle de la société civile est mal connu. C'est parce que le travail de la société civile est aussi mal connu. Parce que le rôle et l'importance même du travail de la société civile, c'est pour le respect des droits humains, pour le développement, pour la sécurité, la stabilité. Donc, si le rôle de la société civile est bien compris, je crois que la police, elle est là pour sécuriser les citoyens, elle est là pour veiller à l'ordre public, à la tranquillité, à la salubrité. En principe, on ne doit pas avoir peur de la police. En principe, les organisations de la société civile doivent même appeler les forces de l'ordre pour venir les encadrer, assurer leur sécurité. Parce que c'est leur rôle assurer la sécurité et la tranquillité. C'est de cette façon qu'on peut empêcher des gens qui peuvent venir perturber cette manifestation. Okay. Alors, on va toujours rester dans le cadre, Monsieur Arifa. On va parler cette fois-ci de la cybercriminalité. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que c'est Oxfam Québec qui vous offre ce débat en collaboration, bien sûr, avec la radio-télévision Tambra. Alors, la cybercriminalité prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays. Quand est-ce qu'on peut parler concrètement de cybercriminalité ? Voilà, donc avant de venir à la question sur la cybercriminalité, je voudrais venir en complément au camarade Hadi. Et par rapport, n'est-ce pas, à la marche, à la capacité des organisations de la société civile à encadrer les marches. Et cette loi prend en charge cette question, parce que le pouvoir public a le devoir d'encadrer les marches. Et encadrer les marches, ce n'est pas un problème quand les gens se comprennent. Vous avez l'exemple du Mali récemment. Les gens ont revendiqué le départ du président de la République d'antan. C'est une marche de revendication de son départ. Mais cette marche a été encadrée par la force publique. Vous voyez à tel point où certaines cultures démocratiques peuvent amener les gens à respecter les normes et les règlements et les règles juridiques de leur pays. Ça, c'est très important à ce que les gens le comprennent. Et c'est vrai que les organisations de la société civile sont souvent mal comprises parce que les gens ont des appréhensions sur, n'est-ce pas, certaines sociétés civiles, certains groupes de la société civile. C'est très simple. Il s'agit de personnes qui sont là pour vilipender certains acteurs. Au vu de leur refus d'appartenir à un groupe, n'est-ce pas, politique ou pas, dans tous les cas, et ces appréhensions-là, nous estimons qu'elles sont aujourd'hui levées parce que nous avons vu qu'il y a une bonne foi manifeste de la présidence de la République. Le président de la République qui appelle les acteurs de la société civile pour lui demander, c'était en juin 2021 je crois, où il a rencontré les acteurs de la société civile
pour lui demander de l'aider, n'est-ce pas, à gérer le pays de façon très démocratique. Et de façon très démocratique, nous pensons que la démocratie recommande à ce que les citoyens puissent avoir droit de cité et dans la gestion de leur cité. Et par rapport à la cybercriminalité, il faut retenir qu'il y a une loi qui a été, n'est-ce pas, initiée et adoptée, qui encadre cet aspect, n'est-ce pas, de la vie publique de la société. La cybercriminalité, bon, c'est, vous avez dit quand est-ce qu'il y a cybercrime. Il y a cybercrime lorsque vous utilisez des canaux, n'est-ce pas, cybernétiques pour, n'est-ce pas, transgresser, n'est-ce pas, certaines dispositions contenues dans la loi. Par exemple, diffamer ou évoquer des fausses informations ou donner, particulièrement des données, n'est-ce pas, des informations de nature à troubler l'ordre public ou à porter préjudice sur la sécurité publique ou la quiétude sociale. Et toutes ces actions peuvent valoir, n'est-ce pas, une réappréhension de la part de la loi, et selon, n'est-ce pas, la pertinence juridique qui sera déduite de par l'action posée. C'est cela, en fait, le préjudice qui paye découlé de cette loi. Mais il faut comprendre que cette loi a connu une modification tout récemment. Et c'est vrai qu'elle a fait au début partie de nos points sur ce travail de plaidoyer. C'est comme si le pouvoir public nous a coupé l'herbe sous les pieds. Il y a eu révision avant que nous n'achevions notre document. Qu'à cela ne tienne, c'est une bonne chose que sous n'est-ce pas, les auspices ou sous la demande des acteurs de la société civile, qu'il y ait une certaine modification de la loi, même si elle ne cadre pas parfaitement, n'est-ce pas, avec les aspirations, n'est-ce pas, des citoyens. C'est cela. Et je le dis parce que il y a de nouvelles dispositions qui viennent aggraver la compréhension. En tout cas, moi, ma propre compréhension de cette modification. Voilà, oui. Et ces nouvelles dispositions, vous avez par exemple, c'est vrai qu'il y a eu des pénalisations, c'est un aspect à saluer, à féliciter, à encourager aussi. Mais vous avez des dispositions qui prennent en charge certaines amendes, qui peuvent aller jusqu'à 10 millions et 20 millions pour les publications qui sont faites de diffamation et autres sur les médias sociaux. Je parle là de Facebook, Twitter et autres que nous connaissons. Et par rapport aux médias traditionnels, vous avez des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10 millions. Et il faut comprendre le problème ici, c'est que ceux qui font des publications ne sont pas forcément membres des structures. Et même s'ils sont forcément membres des structures, il faut comprendre que des structures ne peuvent quand même pas débourser. Où est-ce qu'elles vont mobiliser 20 millions pour débourser et faire sortir quelqu'un? Ce n'est pas pour nous un aspect ou une façon de soutenir les diffamateurs de la République de notre pays. Mais c'est dire que des mesures doivent être réalistes lorsqu'on les prend. C'est vrai, il faut réprimer, c'est très important, nous sommes très d'accord avec ça, mais que ces mesures doivent être des vraies, parce que ça a été déjà voté, devrait prendre en charge certaines réalités de notre pays. Voilà. Alors, Monsieur Hadi, vous, quelle définition faites-vous de la cybercriminalité? Ok, je n'ai rien ajouter, mais la cybercriminalité, c'est toute infraction commise à l'aide de l'outil informatique, tout simplement. Ok. Alors, quels sont les risques auxquels s'opposent ceux qui s'adonnent à cette cybercriminalité? Les risques, c'est la répression pénale. C'est la répression pénale. Parce que la cybercriminalité, c'est toute atteinte, infraction à l'aide de l'outil numérique qui est interdit aussi par le code pénal. Donc, je crois que nul n'est censé ignorer la loi. Oui, tout à fait. Donc, la loi reste aussi la loi. Oui, tout à fait. Alors, Monsieur Arifa, est-ce qu'il y a eu des cas où les personnes ont été condamnées à verser ces 20 millions-là d'amende? Bon, je ne voudrais pas trop foncer l'encre par rapport à la loi sur la cybercriminalité, parce que déjà elle a été votée et c'est très récent, son adoption, son vote plutôt à l'Assemblée. Et pour le moment, nous n'avons pas connaissance. Il se peut qu'il y ait eu lieu, mais nous n'avons pas connaissance d'un tel cas. C'est une nouvelle disposition. Alors, dans ce cas, parlez-nous de la loi portant interception de certaines communications émises par voie électronique. Voilà une loi qui est venue, n'est-ce pas, qui tombe comme ça, même si, je le répète, je l'ai dit sur un autre plateau,
Et le ministre de la Justice d'antan nous a précisé que les gens étaient déjà sous écoute et que c'est maintenant que c'est plus organisé à l'époque. Donc cette loi, elle a été adoptée dans un contexte que nous pouvons comprendre, dit d'insécurité, et que nous pouvons bien essayer de cerner. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositions contenues dans cette loi qui posent problème. Ces dispositions posent problème du moment où on donne, n'est-ce pas, beaucoup de pouvoir à des personnes qui ne sont pas de l'appareil juridique. Vous prenez par exemple certains membres du gouvernement qui peuvent tout simplement décider, n'est-ce pas, de faire écouter quelqu'un. Bon, c'est des dispositions que nous avons trouvées un peu ambiguës et insuffisantes. Nous pensons qu'il y a un appareil juridique, il y a un ministère de la Justice, il y a la justice elle-même. Nous pensons que quand il y a une procédure qui impose la mise sur écoute, déjà le ministre a dit que c'était déjà pratiqué avant même l'adoption de la loi. Donc c'était de laisser de l'exclusivité, n'est-ce pas, de toutes ces charges-là à ceux qui sont chargés de la matière juridique uniquement. Et quand on insère des ministres ou le président de la République lui-même, nous pensons qu'il peut y avoir des dérives à la demeure. Parce que nous sommes dans un état où certains individus ne font pas le distinguo entre, n'est-ce pas, leurs relations personnelles avec certaines personnes et la gestion de l'État. Et cela peut poser préjudice, n'est-ce pas, sur les libertés de communication qui sont quand même garanties par la Constitution. Parce que la Constitution dit que le secret de la correspondance, elle garantit le secret de la correspondance, la Constitution de la République du Niger. Et ce principe, nous pensons qu'il peut être biaisé, n'est-ce pas, suite à une intention délibérée d'un membre du gouvernement. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait une révision. Il y a eu des propositions qui ont été faites et je pense que ces dispositions peuvent être revues. Et elles doivent être revues pour le bon respect de notre loi fondamentale. Alors, M. Hadika, avez-vous ajouté par rapport toujours à cette même loi portant interception de certaines communications émises par voie électronique? Ok, ce que je peux dire par rapport à cette loi, c'est qu'elle renforce les pouvoirs de l'exécutif, alors que ce qui est de la secret de correspondance, la liberté et la vie privée, ça relève du domaine judiciaire. Donc, par la disposition des choses, il faut que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. En fait, ici, c'est le principe de séparation des pouvoirs qui est un peu mis en jeu. L'exécutif, il a imputé dans le domaine de la justice. Donc, on craint fort que si le gouvernement se trouve avec ses pouvoirs renforcés, il peut en abuser, il peut écouter l'opposition, écouter l'acteur de la société civile et faire des règlements de comptes et nuire à la liberté des autres, de leur vie privée et de communiquer. Ok. Alors merci M. Hadi. Alors Arifa, je sais pas, vous avez un commentaire à ajouter toujours par rapport à cette loi-là, votre appréciation toujours par rapport à cette loi? Oui, bien sûr, il faut préciser qu'en dehors de cette loi, il y a aussi la loi sur le portant régime des associations de notre pays. Oui, mais oui, on va arriver à cela. D'accord, donc avant d'arriver à cela, je précise que l'article 29 de la Constitution de la République précise que le secret de la correspondance et de la communication est privé. Donc il garantit, n'est-ce pas, le secret de cette correspondance et de cette communication privée. Et bon, autre commentaire qu'on peut avoir, c'est que le lien commun à toutes ces lois, c'est qu'elles constituent un frein ou un empiètement sur la loi fondamentale, sur certains articles de la loi fondamentale, qui est la constitution de notre pays. C'est le cas aussi de la loi sur la manifestation, qui porte quand même la responsabilité d'autrui pour fait d'autrui. Donc la responsabilité pénale pour fait d'autrui. Cette loi aussi porte ça et nous avons dit que non. Et le droit international et le droit même pénal est clair. Vous ne pouvez pas porter la responsabilité pénale d'autrui. Ça n'a pas de sens et ça a été dit. Et donc toutes ces dispositions-là, nous les avons relevées. Nous pensons qu'elles doivent être
revue de façon très consensuelle, parce que l'état de notre pays n'appartient à personne, il nous appartient à tous, que nous avons tous intérêt à ce que, n'est-ce pas, certaines règles conviennent de façon conviviale à tous et que la loi puisse, n'est-ce pas, être respectée par tout le monde de façon très laconique. Alors, Monsieur Arifa, il faut reconnaître aussi que à travers ces écoutes-là, beaucoup de bandits ont été arrêtés grâce à ces écoutes. Il faut se dire que aussi ça a un aspect positif. Ben, tout à fait. Au début, j'ai précisé que toute loi n'est pas mauvaise. Toutes ces lois sont extrêmement importantes pour l'espace civique, pour la sécurité de notre pays et pour son développement. C'est important de le savoir. C'est pourquoi nous précisons toujours à nos interlocuteurs que ce plaidoyer n'est pas, n'est-ce pas, un document va-t-en-guerre. En fait, c'est un document de correction et pour améliorer les choses. C'est parce que nous sommes convaincus qu'il y a un impact positif de ces lois que nous avons proposées, qu'on puisse les modifier et que nous avons relevé seulement quelques aspects de ces différentes lois et que nous les soumettons, n'est-ce pas, à l'appréciation du pouvoir public et de ses partenaires. Et c'est vrai, vous avez soulevé l'aspect positif qu'il y a eu des écoutes qui ont pu éventuellement conduire à des arrestations. C'est important. Mais ce que nous relevons, c'est que le pouvoir ne doit pas être exclusivement remis entre les mains de certaines personnes. Nous avons dit que ces lois et ces dispositions-là doivent revenir de façon exclusive au pouvoir judiciaire pour garantir le respect de la séparation du pouvoir. Voilà, en fait, ce n'est pas que nous condamnons la loi, non, il n'y a aucune loi de toutes ces lois sur lesquelles nous avons travaillé que nous condamnons, il n'y en a pas. C'est un travail, n'est-ce pas, de plaidoyer, donc nous soumettons des observations pour des éventuelles corrections et qu'elles soient prises en compte. Alors cette fois-ci, Arifa, on reste toujours ensemble. Hein. On va revenir sur la loi que vous avez voulu anticiper tout à l'heure concernant la loi portant un régime des associations. Quelle est son utilité et quelle est son importance? Bon, la loi, c'est une loi qui est venue compléter, c'est important de le dire. C'est, comme vous le soulignez aussi, c'est une loi que nous apprécions à sa juste valeur. Mais le problème, c'est qu'elle est venue compliquer certaines procédures de création, n'est-ce pas, des structures. Okay. Et nous allons toujours rester dans le cadre de la loi fondamentale, quand même, qui garantit la liberté à tout citoyen d'association. Et ce principe-là, nous avons vu qu'il tend à être menacé et même à être concurrencé par cette loi. Parce que lorsque, dans une loi, alors que la Constitution a dit le contraire, on dit que le ministre peut tout simplement suspendre l'activité d'une association. On n'a pas motivé pour des raisons. Nous pensons qu'il y a un désir manifeste ou une intention inavouée. Parce que nous sommes dans un état où les gens se règlent des comptes à travers n'est-ce pas, une batterie de trucs juridiques. Donc nous pensons que cela ne doit pas être contesté. Une loi qu'on vote, en fait, c'est pour l'avenir. C'est vrai que c'est pour le présent, mais ça doit avoir un impact sur l'avenir. On ne doit pas voter une loi juste pour 10 ans et pour revenir après s'asseoir dire que bon, les gens là sont calmés, laissez passer ça. Nous pensons que quand on vote une loi, elle doit être pour un siècle ou des siècles. Les gens travaillent avec une constitution qui a fait des siècles. Nous avons toujours les grandes puissances, les États-Unis. Donc il faudrait que les gens puissent dépassionner, n'est-ce pas, leur esprit, pour qu'ils comprennent que la liberté de l'association est garantie par la Constitution de la République du Niger. Et revenir mettre des dispositions qui tendent à menacer l'existence de cette disposition constitutionnelle, revenir à remettre en cause, n'est-ce pas, un acquis arraché de haute lutte. Donc ça, nous avons dit qu'il est important pour le pouvoir public de revoir ces différents aspects. Vous comprenez? Au niveau de cette loi, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il faut, les organisations doivent soumettre, n'est-ce pas, un plan d'activité au ministère qui doit être approuvé et tout. Et vous avez des dispositions qui consacrent non seulement le régime,
d'autorisation préalable sans soumettre l'administration au respect strict, n'est-ce pas, d'un quelconque délai pour répondre à la demande. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de dispositions que nous pouvons reprocher à cette loi. Vous avez les articles 4, 5, 8, 37 et 39, n'est-ce pas, qui viennent compliquer, n'est-ce pas, l'obtention du financement, la planification des activités et encore l'utilisation des biens, n'est-ce pas, au niveau de l'article 27, des biens des différentes organisations. Tout cela, l'État, c'est vrai, c'est important que l'État puisse avoir un œil regardant. Nous avons l'expérience de l'histoire de DIFA avec l'ONG qui a été une fois suspendu par le gouverneur. Tout ça, c'est important pour un État, c'est très important. Nous le soulignons, nous sommes d'accord avec. Mais nous disons qu'il y a un minimum qu'il faut observer sur la base des principes que défendent, n'est-ce pas, la loi fondamentale de l'État de notre pays. Et ça, nous l'avons dit, au niveau de la planification des activités, au niveau de l'obtention de financement, de l'utilisation des biens, au niveau même, n'est-ce pas, de l'obtention du récépissé ou de l'agrément de ces structures, il y a encore des petites complications qui sont venues s'ajouter, n'est-ce pas, au niveau de cette loi. Et nous les avons relevées, nous avons demandé à ce que ces dispositions soient revues. Nous pensons que notre appel ne tombera pas dans l'oreille des sourds, puisque le président de la République lui-même a déclaré être ouvert à toutes les propositions que les citoyens seraient amenés à lui faire, tendant à aller dans le sens de la construction nationale. Et nous pensons que ça, c'est des œuvres de construction nationale qu'ils ne seront pas quand même. Parce qu'il faut permettre à tous les citoyens qui ont des idées, des innovations à amener pour le développement de notre pays, à venir les exprimer. Et ils ne pourront les exprimer que dans les structures qu'ils auront eu à inventer ou à créer, à mettre en place. Et cela, c'est une participation citoyenne, n'est-ce pas, à l'édifice national. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi que toute structure qui est créée, elle vient en appui aux efforts de l'État. Donc, les structures qu'on crée, si on complique leur création, c'est retarder, n'est-ce pas, la croissance de notre pays. Et cela, nous pensons que peut être un frein, n'est-ce pas, sur l'aspect démocratique de la gestion de notre État. D'accord. Monsieur Hadi Habibou, même question pour vous concernant toujours cette loi portant régime des associations. Quelle est son utilité selon vous et quelle est son importance? Ok, je voudrais, merci cher journaliste, je voudrais compléter mon camarade Hosseina Arifa. Pour ce qui est de cette loi régissant ou portant l'association au Niger, il y a son décret qui est récemment venu qui date de février 2022. Il vient bouleverser les régimes de déclaration par un régime d'autorisation au préalable. Donc, la nouveauté apportée par ce décret, ou les changements qu'il a apportés, c'est que les récépissés de provisoire ne donnent pas droit à l'autorisation ou à l'agrément d'exercice. Alors qu'avant, un récépissé vaut autorisation. Et ensuite, toute ONG de développement ou association, avant d'entreprendre au Niger, doit signer un protocole d'accord avec le ministère en charge du développement communautaire. Et donc, toute ONG qui a réalisé ces activités et qui n'a pas signé ces protocoles, il risque de voir son arrêté annulé par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est ça le bouleversement apporté par ces décrets que nous jugeons aussi. Il y a déjà eu un cas d'annulation à DIFA, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Arifa, n'est-ce pas? C'était une suspension. Une suspension. C'est l'ONG, je crois, si je me rappelle. C'est une ONG française, non? Voilà. Oui, mais ce n'est pas dans le cas de ces décrets, parce que ces décrets, il est récent. Les récents, ils datent de février 2022. 2022, ok. Oui. D'accord. Donc, et en plus, tout ONG, avant d'entreprendre, c'est ce que je disais, et elle doit signer un protocole avec l'État, et l'État aussi contrôle ses moyens de financement. Donc c'est un peu ça l'obstacle. Même les membres qui devraient constituer cette ONG ou association doivent avoir un casier judiciaire
vierge, sans avoir antécédent judiciaire. Donc ce sont des complications qui rendent la jouissance effective de cette liberté démocratique fondamentale de l'association au Niger. Mais je crois que jusqu'à là, dans ces décrets, le gouvernement a donné un délai de 6 mois pour que toutes les ONG nationales et étrangères puissent se conformer. Un délai de 6 mois cette année? Oui, à partir de février. À partir de février 2022. 2022. Donc nous sommes maintenant en août. Je crois que le délai est épuisé. Donc on croise les doigts, voir le gouvernement comment prendre en compte notre plaidoyer qui demande de créer les conditions de révision de ces lois. Alors, merci M. Hadi Habibou. Je rappelle que vous êtes le coordinateur exécutif citoyen 227 Connectis, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Alors, avant de clore ce débat, M. Arifa, est-ce que vous avez un commentaire particulier à faire avant de se quitter? Merci, M. Abdelkader. Le commentaire que je voudrais faire ici, s'assimile presque à une répétition. C'est de dire que ce travail qui a été fait est tout simplement un plaidoyer. Donc, c'est plutôt une demande qu'une revendication. Et de dire, d'appeler les autorités publiques à être accessibles, n'est-ce pas, aux différentes doléances des citoyens à travers des organisations, qu'elles soient de la société civile ou syndicale. C'est extrêmement important pour un pays que le dialogue passe. Parce que généralement, on ne va pas se tarir de revenir sur la loi sur la manifestation. Quand vous voyez les gens sortir, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de mécanismes qui ont été biaisés ou qui n'ont pas été pris en compte par les interlocuteurs. Donc il faut éviter d'arriver à cela. C'est des mécanismes de mesure de tension, de régulation de la tension sociale que certains législateurs ont eu à mettre au niveau de leurs dispositions constitutionnelles, que nous avons bien voulu copier. Alors que nous le copions, nous devons bien le faire. Et en le faisant bien, nous nous rendons service et nous rendons service à nos générations futures. Et on n'a pas fini de reprocher certaines choses au niveau de la loi sur la manifestation, qui s'est vu quand même, on se demande par quelle osmose un arrêté, n'est-ce pas, de la ville de Niamey peut venir, n'est-ce pas, éclairer ou je ne sais quoi par rapport à la disposition de la loi fondamentale qui est la Constitution. Il y a un arrêté numéro 0010 MP CVN-SG SG du 12 janvier 2017, n'est-ce pas, qui porte sur l'interdiction des marches sur les jours ouvrables et en soirée. On se demande, mais à quoi rime cet arrêté? À quoi rime cette histoire? Parce qu'il y a une constitution d'une république qui garantit un droit à ses citoyens. Et il y a un monsieur qui a été élu ou une structure oui, c'est vrai, il faut reconnaître que c'est la ville de Niamey. Mais je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut dire que sur la base de cet arrêté, les gens ne doivent pas manifester le jour ouvrable. Mais bon sang, ces histoires-là, ce n'est pas toujours que les gens cherchent de la bagarre dedans. Non. Il faut les gens aller dans un, n'est-ce pas, dans un contexte, n'est-ce pas, plutôt relativisé et démystifié dans ce pays. Les gens doivent se comprendre que, pour preuve, ceux qui sont aujourd'hui d'un côté ont été hier avec les autres. Certains partent, n'est-ce pas, comme disent les autres, à la major ou autre par opportunisme ou autre chose. Donc il faudrait que les gens puissent comprendre que celui qui est derrière moi ou celui qui est en face de moi n'est pas un ennemi. Les gens font des actions, c'est toujours dans le cadre d'une construction nationale. Mais lorsque vous étiquetez des têtes et vous venez vous asseoir, je ne pense pas que ça puisse aller. Et ce que nous craignons, c'est que les gens puissent, n'est-ce pas, engranger, n'est-ce pas, une certaine haine qui va conduire à des événements que nul ne souhaite dans un État. C'est extrêmement important. Ces espaces civiques-là, n'est-ce pas, c'est des espaces de régulation des tensions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tantôt, les gens viennent, ils déversent leurs frustrations et autres, et dans ce qu'ils déversent, le pouvoir public pique certains éléments qui lui sont favorables, qui sont intéressants, pour l'amener à bien gérer le pays. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et par rapport aux différentes peines, vous avez des peines qui ont été instituées de nature à anéantir les droits civiques des citoyens.
Quand on vous emprisonne jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, mais vous perdez des droits civiques. Ça, c'est autre chose. Et il faudrait que les gens comprennent que nul n'a intérêt à ce que ce genre de choses puissent arriver dans un État. Il faut permettre à tout le monde, n'est-ce pas, de participer à la vie publique. Et la participation à la vie publique, n'est-ce pas, c'est pouvoir dire que sur cette disposition, je ne suis pas d'accord. Sur cette disposition, je suis d'accord. Mais les structures de la société civile ont toujours respecté les décisions prises par la ville de Niamey, toujours par rapport aux manifestations. Je vais vous donner quelques éléments par rapport à cela. Et curieusement, quand des structures posent des déclarations de marche, je l'ai dit tantôt, la ville de Niamey les prend pour une demande de marche. La ville de Niamey sort une note pour dire qu'elle a interdit la manifestation pour risque de trouble à l'ordre public ou pour aspect sanitaire à l'époque de la crise sanitaire et autres. Tout ça, nous sommes d'accord. Les gens doivent être en sécurité dans un État. Mais ces prétextes doivent être réalistes. Les gens ont les moyens de couvrir des événements dans le stade général Seydou Kounché, mais ils n'ont pas les moyens d'encadrer une petite marche sur 4 mètres de largeur avec une centaine d'individus. Parce qu'on dit que ceux qui font des marches, ils ne dépassent pas une centaine. Mais bon sang, accorder à la centaine de ces individus-là de se prononcer, ce sont des citoyens de leur État. J'espère qu'ils s'acquittent de leurs obligations citoyennes. Donc il faut leur accorder on n'a même pas besoin de demander à ce qu'on leur accorde. Ils en ont droit. Il faut laisser à ce que les gens jouissent de leurs droits constitutionnels. Ça, c'est extrêmement important. Mais quand vous êtes au pouvoir, vous faites des choses qui ne plaisent pas aux gens. Pas à moi, mais je le dis de façon générale. Un pouvoir ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, nous sommes d'accord. Mais vous faites des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Et vous disiez que ceux à qui vous faites des choses qui ne plaisent pas, là, ils ne vont pas sortir vous dire que ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous disiez? À quoi vous vous attendez? Les gens vont se retrancher sur eux-mêmes. Ils vont cultiver un sentiment de haine contre vous. Et à la limite, vous ne pourrez rien faire pour les ramener à la raison. Ça ne va pas se faire. Donc, pour éviter ce genre de choses, il est important de laisser à chacun de s'exprimer librement. C'est vrai que la loi doit encadrer l'expression, mais il faut quand même laisser aux gens de s'exprimer, la latitude de pouvoir jouir de la disposition fondamentale de la loi qui leur donne certains avantages, certains privilèges dans leur État. Mais quand vous faites des choses et que vous leur empêchez de venir dire que ce que vous avez pris comme décision, ils ne sont pas d'accord. Et ça, c'est un problème. Je vous donne un exemple, je ne dévie pas le débat. Les gens font le débat sur le prix des hydrocarbures et la cherté de la vie. Vous ne pouvez pas dissocier ces deux faits. C'est impossible, vous ne pouvez pas les dissocier. Parce que nous sommes dans un état où tout nous vient de l'extérieur. Et ce qui amène tout de l'extérieur, c'est du gasoil. Vous comprenez? C'est les gros porteurs. Voilà, maintenant, vous ne pouvez pas empêcher aux gens d'avoir un débat sur ça. Parce que c'est une décision d'un gouvernement. Et un gouvernement, s'il prend une décision, elle doit être critiquable et appréciable par les citoyens. Voilà, c'est extrêmement important de laisser aux gens de dire leur point de vue, de s'exprimer. Dans tous les cas, le président de la République a pris la température des choses, il a pris la mesure des choses, parce qu'il a convoqué les acteurs de la société civile et certains syndicats. C'est important de comprendre que quand le président de la République donne une certaine ouverture, ce qui suit derrière là doit laisser les choses se faire. Ce n'est pas, vous avez par exemple la mairie de la ville de Niamey qui porte un recours à la justice en plein milieu de la nuit. Mais vous vous demandez, mais ils ont quel intérêt de faire ce genre de choses? C'est quoi le projet? Donc dans un État, je crois que quand les gens sont disposés à respecter la loi, et je viens à ce que vous avez dit, les acteurs de la société civile, ou du moins tous ceux qui font les demandes, les déclarations de marche, font de leur mieux pour respecter la loi. Ils font de leur mieux. Parce que quand ils déclarent, la loi leur oblige, même si les gens contestent la loi, ils ne sont pas d'accord, ils la suivent en attendant une révision. Donc c'est dire que si les gens contestaient la loi et qu'ils avaient un comportement va-t-en-guerre, ils n'allaient pas respecter cette loi-là, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec. Mais comme c'est dans un État démocratique que nul n'est tenu, n'est-ce pas, de s'extirper des règles démocratiques, les gens respectent. Il y a un délai de 5 jours francs avant la manifestation. Les gens déposent leur déclaration 5 jours francs. Il y a un délai de 15 jours francs au plus. Donc dans ce délai-là, vous pouvez déposer votre déclaration de manifestation au niveau de l'autorité compétente
de la localité là où vous allez faire la manifestation. Mais quand vous déposez, on vous oppose, parce que c'est une opposition de refus. On ne peut pas pendant des années continuer à prétexter. Mais que fait l'État? La mission de l'État, c'est la sécurisation publique. Mais que fait l'État? L'État ne sécurise pas l'espace civique, le public. On vous dit qu'il y a un risque à l'infiltration, un risque à ceci, un risque à cela, alors que c'est à l'État de garantir la sécurité de votre manifestation. D'accord, monsieur Arifa, je pense qu'on va laisser le temps également à Habibou, à Hadi de s'exprimer. Un commentaire, oui. Je voudrais juste ajouter un mot. Oui. Que les acteurs de la société civile, quand ils ont une notification d'interdiction, ils portent un recours juridique. Ils amènent à la justice pour que la justice tranche entre eux et l'autorité de la ville. Mais on se rend toujours compte que la justice confirme, n'est-ce pas, l'arrêté d'interdiction de la ville. C'est ce qui nous paraît un peu bizarre, en fait, dans l'interprétation des choses. Et nous avons dit que cette disposition doit tout simplement sauter pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la compréhension des gens de ce que fait la ville de Niamey ou les différentes municipalités et ce que fait la justice. Donc c'est pourquoi nous avons dit que pour éviter, n'est-ce pas, toute source de tension supplémentaire, cette disposition, il faut la sauter. Okay. Merci, monsieur Arifa Ousseini. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le secrétaire à l'Organisation pour un développement durable et la citoyenneté ODDC, également membre du consortium pour le plaidoyer sur l'espace physique. Alors, un commentaire, monsieur Hadi? Ok, mon commentaire consiste à dire que le gouvernement nigérien a l'intérêt de s'ouvrir aux citoyens, aux organisations de la société civile, de les écouter attentivement et de les offrir cet espace-là qu'ils réclament, cet espace civique libre et sûr, pour garantir à tous les citoyens nigériens, à toutes les organisations, de se faire entendre, de s'exprimer et de débattre librement, parce que ceci, c'est une condition indispensable pour le respect des droits humains, pour le développement, et pour la stabilité, pour la sécurité. Cet espace civique permet à des acteurs de la société civile de défendre leurs intérêts, leur identité, leurs valeurs, de demander aussi aux détenteurs de pouvoir de rendre des comptes et apporter des changements positifs à la société. Okay. Merci, monsieur Hadi Habibou. Je rappelle également aux téléspectateurs que vous êtes le coordinateur exécutif citoyen 227 Connectis, n'est-ce pas? Oui, exact. Merci. Alors, merci d'être venu. Merci. Merci à vous également, très chers amis téléspectateurs, d'avoir resté devant votre poste téléviseur pour suivre ces échanges que vous offre Oxfam Niger en collaboration avec la radio-télévision Tambra. Prenez soin de vous. Les programmes continuent sur votre télé et radio de proximité Tambra. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, cher journaliste. Merci.